Sunday Night Production. En préparation marathon, la fréquence cardiaque représente une donnée essentielle pour beaucoup de coureurs. Cependant, l'analyse précise de cette data peut s'avérer complexe et les idées reçues concernant l'entraînement basé sur la fréquence cardiaque sont nombreuses. Dans cet épisode, Anaël Aubry, conseiller scientifique auprès des athlètes des équipes de France, nous dévoile les concepts clés à maîtriser au sujet de la fréquence cardiaque des marathoniens et marathoniennes. C'est parti. Le marathon, ce n'est pas juste une course, c'est une aventure humaine pour certains, un défi de haute performance pour d'autres. Chaque vendredi du 5 au 26 avril, découvrez l'univers fascinant du marathon à travers les yeux d'athlètes inspirants ou d'experts qui connaissent cette distance par cœur. Bonne écoute. Salut Anaël, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très prisé chez les coureurs, où il y a presque un mythe autour de ça, c'est la fréquence cardiaque. Déjà, toi, est-ce que c'est une donnée que tu utilises avec les athlètes que tu peux encadrer, que tu as encadré, que ce soit à l'INSEP ou aujourd'hui dans ta vie professionnelle ? Alors oui, je l'utilise au quotidien, surtout parce qu'encore une fois, comme on a pu en parler sur la charge d'entraînement, c'est quelque chose d'assez sensible à des dérèglements transitoires, maladie, fatigue, etc. Mais en tout cas, quand tu parles de mythe, l'idée c'est pas de nous servir de la fréquence cardiaque comme comme quelque chose qu'on prendrait pour argent comptant. L'idée c'est de prendre beaucoup de recul dessus et de faire avant tout les bases, et finalement ce sera surtout quelque chose qui nous permettra de monitorer, de mesurer, de surveiller. C'est vrai que c'est une data, c'est une donnée qui est très appréciée des coureurs et notamment des coureurs amateurs. Parce que finalement, elle valide quelque chose. Tu vois, c'est aussi un avis un peu extérieur à nous-mêmes. Et quelquefois, on a vraiment des athlètes, des coureurs qui vont être omnibulés par leur fréquence cardiaque. Vraiment, ils vont vouloir courir précisément à la data. Tu vois, ils vont presque déléguer leur ressenti à la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est pas une erreur de faire ça ? Alors pour moi, c'est une grosse erreur. Déjà, c'est une grosse erreur parce que tu dois savoir comme moi que les performances exceptionnelles, elles ont dans la phrase que je viens de donner, elles sont exceptionnelles. Et que pour se dépasser, justement, il faut accepter de lâcher prise et quand c'est son jour, de lâcher les chevaux et de faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Et quand on est bien préparé, bien reposé, bien affûté, prêt mentalement, potentiellement, on va peut-être faire des choses dont on ne serait pas capable. Pour autant, la fréquence cardiaque, comme tu l'as dit, c'est finalement une réponse de ton corps à ce que tu es en train de faire, notamment sur le système aérobie, qui est la principale filière du marathonien. Et donc, elle pourra nous permettre, de mon point de vue, surtout de voir les évolutions, les positives ou négatives de l'entraînement, de voir ta progression. Je ne sais pas si en semaine 2 et en semaine 5, tu fais une séance qui est semblable, tu vas pouvoir avoir des indications qui pourront te dire est-ce que tu es plus économique, est-ce que tu es plus performant, etc., etc. Ou à l'inverse, est-ce que tu ne serais pas trop fatigué ? Tiens, aujourd'hui, il fait trop chaud. Ma FC a beaucoup monté, donc attention, je vais peut-être devoir baisser l'allure pour ne pas exploser en vol. Donc finalement, c'est un indicateur supplémentaire à tout ce que tu pourras mesurer subjectivement, objectivement. Mais en aucun cas se dire, voilà, je regarde que ma FC, ça doit être un tout, elle doit être englobée dans tout ce qui se passe à la fois en interne et en externe. Alors, on va parler aussi de comment est-ce qu'on définit un objectif. Et tu sais que si on va sur Internet et qu'on tape sur Google comment définir, comment choisir ses allures sur marathon, eh bien, on a plusieurs méthodes. Tu as la méthode où on va utiliser un temps de référence sur 10 km, sur semi-marathon par exemple. On a une méthode aussi où on va utiliser la fréquence cardiaque pour choisir son objectif sportif. Est-ce que toi, tu penses que la fréquence cardiaque peut presque nous prédire nos temps sur marathon? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Alors, je pense pas. Je pense pas dans le sens où, tu sais, on est très individuel dans la performance. Enfin, dans individuel, j'entends, on a, un profil qui nous est propre. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est quand moi j'ai pu faire des centaines de tests d'effort. Ce sera peut-être le plus simple à comprendre pour nos auditeurs. Sur des athlètes de haut niveau, que ce soit des triathlètes, que ce soit des coureurs à pied, des nageurs, etc. Pour un même niveau de performance en compétition, on avait des profils qui étaient totalement différents, notamment dans leur seuil aérobie, anaérobie, leur VMA. Je pense que c'est des termes qui parlent à tout le monde. En tout cas, dans leurs intensités d'entraînement ou de course. Et ce qui faisait qu'ils avaient la même performance en compétition faisait que ce côté multifactoriel de la performance, quand on faisait les plus, les moins de tout, finalement, ils avaient les mêmes capacités à performer, mais pas du tout les mêmes profils. Donc la première erreur, si on prend mes deux athlètes A et B, ce serait de se dire je vais les entraîner à l'AFC, je vais les entraîner au pourcentage de VMA, etc. Alors que peut-être qu'on aura un athlète qui aura un profil, par exemple, très économique
et un autre qui aura un profil pas du tout économique, mais qui s'en sort avec d'autres choses. Et donc, la plus grosse erreur, ce serait de se dire, j'ai un plan type, j'ai un profil type, le marathon, c'est comme ça, j'y vais plein fer. Or, encore une fois, là, je te parle de haut niveau, donc finalement, des gens qui sont les plus robustes à la performance et au profil. Un marathonien à haut niveau a quand même un profil relativement semblable à son collègue. Pour autant, il y a déjà des différences. Alors, imagine chez un amateur, où on prendra un athlète qui fait de la course à pied depuis toujours et un autre qui débute la course à pied, pourtant ils ont le même niveau. Il y a de grandes chances qu'ils n'aient pas du tout le même profil et qu'ils n'aient pas besoin que la globalité de leur contenu d'entraînement sera relativement semblable, mais qu'il faudra changer différentes choses pour essayer de les faire performer le plus possible. La performance dans le sport, finalement, c'est l'addition de qualité. Hein, voilà, c'est plus on va additionner de qualité, plus la performance finale elle sera bonne. Mais finalement, isoler une qualité par rapport à une autre ou détacher une qualité par rapport à une autre pour qu'elle soit la seule vraiment qualité qu'on va regarder, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais te donner un exemple un peu personnel, mais c'est vrai que moi, dans mon groupe d'entraînement, quand on préparait un semi-marathon, la personne qui avait la meilleure fréquence cardiaque, la plus basse sur les entraînements, c'est celle qui a le moins bien performé. Donc, on voit que c'est des données qui sont des données intéressantes à prendre en compte, mais ça ne doit pas être une donnée qu'on doit extraire et focaliser toute notre attention sur cette donnée-là. Même c'est vrai que c'est tentant parce que finalement, c'est une donnée que tout le monde va récolter. C'est un chiffre, on aime bien. Tu vois, il y a des zones, on te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, ça peut être tentant de le faire. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. On parle souvent, pour revenir un peu maintenant sur la fréquence cardiaque, de différentes zones de fréquence cardiaque. Est-ce que tu peux nous définir? Il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Nous en parler un peu plus de ces fameuses zones. Alors pour moi, pour le marathonien, il y a 3 principales zones. Et ensuite, il faudra un petit peu zoomer ou dézoomer. Je te parlais de seuil tout à l'heure. Là où ça aura un gros intérêt pour moi, c'est que ces seuils ces 3 zones liées à ces 2 seuils dont je vais parler juste après, nous permettront de prendre beaucoup de recul sur notre charge d'entraînement. Est-ce qu'on va un petit peu trop loin, pas assez loin par rapport à ce qu'on est capable de faire d'habitude? En gros, pour faire très simple, il faut s'imaginer qu'on part tous faire un footing. On part à une allure qui est très facile pour tout le monde, donc on va se dire allez 8 à l'heure. C'est de la marche rapide du début de course. Et on va augmenter l'allure tout au long du footing. On commence notre footing, on est tous capables de parler, de se raconter notre journée. Si on allait le faire tous les deux, on va se raconter notre journée de podcast. Et arrive un moment où l'un de nous deux commence à ventiler légèrement, mais toujours capable de répondre aux questions. Mais il répond un petit peu plus brièvement. C'est le premier seuil. C'est le moment où ton système aérobie a besoin d'aide, donc il va demander de l'aide au système anaérobie, où on va utiliser les sucres, les oxydés pour amener un petit peu plus d'énergie. Et donc tout ce qui est en dessous de cette première zone est finalement du travail d'endurance, du travail facile, mais un travail qui sera essentiel sur marathon, parce que ça va amener différentes adaptations physiologiques, notamment le transport de l'oxygène, la capacité à créer de l'oxygène dans ton muscle, ta capacité à tolérer les charges d'entraînement, donc à pouvoir mettre plus de séances de haute intensité, etc. Donc cette zone elle est hyper importante. La deuxième zone, du coup, elle va se situer entre ce premier seuil, le seuil aérobie, et le deuxième seuil, le seuil anaérobie. On continue notre footing tous les deux, et là, l'un de nous deux, de nouveau, ventile plus que la fois d'avant. Et là, les réponses, elles deviennent vraiment très brèves. C'est oui, non, je suis bien, je suis pas bien, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est plus ou moins l'allure d'Iborne. J'ai bien dit plus ou moins par rapport à ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, mais comme ça, les gens ont à peu près une idée. C'est le moment où, en fait, si tu passes au-dessus de cette zone, tu vas accumuler, j'allais dire des UH+, mais indirectement, on pourrait se dire du lactate, ça parlera peut-être plus aux gens. En tout cas, cette filière anaérobie qui nous file un coup de main, on arrive à des intensités où ça devient compliqué pour nous physiologiquement d'évacuer ces fameuses ions H+, qui nous piquent les cannes quand on fait des séances de très haute intensité, et en même temps d'apporter de l'énergie par le lactate. Bref, et tout ce qui se passe au-dessus sera jusqu'à l'allure VMA, donc ce qu'on parlait tout à l'heure de 10 x 400, etc. Donc là, on va être au max de notre filière aérobie. Donc si tu as ces 3 zones, finalement, tu vas pouvoir mesurer les 3 principaux changements physiologiques sur toute la gamme aérobie, et pouvoir prendre beaucoup de recul du coup sur ce qui se passe en termes de FC et comment tu peux mesurer ta charge d'entraînement. Voilà. Est-ce que dans l'inconscient collectif, on pense que l'idéal, c'est d'avoir une fréquence cardiaque de repos basse et une fréquence cardiaque maximale la plus élevée possible? Est-ce que ça, c'est une idée qui est vraie ou qui est un peu fausse? Alors, qui est vraie et un peu fausse en même temps. Je vais commencer dans l'ordre où tu me les as donnés, je crois. Avoir une FC basse, évidemment, c'est plutôt bon signe en mettant quelques petits bémols. On se rend compte que les athlètes, plus ils sont expérimentés,
dans des sports d'endurance comme le marathon, plus leur FC au repos, donc au réveil par exemple, serait de plus en plus basse, tout simplement parce que notre système aérobie étant de plus en plus robuste, on a une FC qui va être de plus en plus basse et c'est plutôt très bon signe. Et donc un signe qu'on progresse sur l'un des facteurs de perf dans notre discipline, le marathon. Et qu'à l'échelle d'une prépa, elle aurait plutôt tendance à baisser au fil des semaines. Et là, ce serait positif. Comme on a pu voir sur le podcast sur les charges d'entraînement, ce sera positif si ce n'est pas exceptionnel. Encore une fois, l'idée, c'est qu'elle soit de plus en plus basse au fil des semaines dans ta prépa et au fil des années dans ta carrière, entre guillemets, de marathonien, de coureur à pied. Pour les FC, c'est un petit peu différent dans le sens où elle est très individuelle, mais que ton niveau de FC max n'est pas du tout un facteur de performance. Ce sera lié à énormément de choses, notamment la taille de ton cœur. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe entre ta FC de repos et ta FC max, donc notamment dans ton entraînement, la place de tes seuils, etc. Mais avoir une FC max basse n'est pas contre-productif à ta performance. Ce qui compte surtout, c'est de savoir quelle est ta FC max pour t'en servir à l'entraînement, parce que par exemple, tu vas travailler ta VMA. Hyper intéressant. Justement, on parle de fréquence cardiaque maximale. Comment est-ce qu'on peut calculer sa fréquence cardiaque maximale ? Ça, c'est quelque chose que... Voilà, est-ce que c'est intéressant déjà de la calculer ? Et si oui, comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Alors déjà, le côté 220, moins l'âge, etc., je te le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Ça a été fait sur des milliers de personnes. Et effectivement, de façon moyenne, c'est juste, mais avec un écart type qui est très important. Et donc, si tu veux connaître tes FC max, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de mettre ses baskets, d'aller courir et de la chercher. De mon point de vue, je pense que le plus simple pour aller connaître tes FC max, c'est de faire un test d'effort, un test VMA, et qui pourra te renseigner sur tes seuils. Et donc, ça aura un double intérêt. Tu pourras connaître un petit peu ta carte d'identité, ton profil. Est-ce que mes seuils sont bas, est-ce que mes seuils sont hauts, est-ce que je suis économique, quel est mon niveau de FC, etc. Et très logiquement, si tu vas jusqu'à mort sans suivre à la fin du test, excuse-moi pour l'image, au moment où tu vas t'arrêter, tu auras été au maximum de ton système aérobie, tu auras été sur le 5e vitesse, pied au plancher, et donc tu auras tes FC max. On peut faire un test d'effort, il y a des hôpitaux qui le proposent, c'est quelque chose qui est voilà, si vous vous renseignez, tapez test d'effort sur internet, il y a pas mal de labos aussi qui le proposent. Si c'est une donnée qui vous intéresse, ça peut être toujours sympa de le faire d'ailleurs. Carrément, ce sera sympa, ce sera évidemment plus fin que toi sur ta piste d'athlé avec ton cardio, mais déjà si tu le fais sur ta piste d'athlé avec ton cardio, sur un test classique d'effort, type toutes les 2 minutes on augmente d'1 km/h, etc., très logiquement tu atteindras ta FC max en fin de test, mais encore une fois, tout ça ce sont des choix. Si tu calibres bien tes séances de VMA, la logique voudrait que tu finisses tes séances de VMA à FC max. Ou alors tu triches et tu vas pas assez vite. Si tu veux être sûr de trouver ta FC max, tu remets tes allures de VMA, tu tiens le plus longtemps possible et tu vas encore une fois atteindre tes FC max. Après, de mon point de vue, c'est pas la valeur la plus importante. Ce qui compte, c'est, tu as dit de la connaître. Et en la connaissant, ça pourra te renseigner sur le fait que quand tu fais des séances de VMA notamment, parce qu'ils sont des séances importantes pour ta prépa marathon, de savoir si tu bosses bien dans la bonne zone, parce que peut-être qu'au fil des semaines en progressant, tes séances vont devenir peut-être trop faciles et ça pourra te renseigner sur ok, est-ce qu'on est bien en train de bosser sur 90 à 100% de ma FC max, et si c'est plus le cas, il va peut-être falloir remonter les curseurs et remonter les vitesses sur les séances à VMA. Est-ce que ça doit faire foi vraiment ? Est-ce que par exemple... si par exemple voilà, on fait une séance type allure marathon et qu'on voit en début de saison, en début d'entraînement, je parle bien, pas en fin d'entraînement, et qu'on voit qu'on est quand même assez haut cardiaquement, comment est-ce qu'on doit interpréter ça ? Est-ce qu'on doit se dire tout de suite « Oh mon Dieu, cette séance, elle est trop dure pour moi », même si finalement dans mes ressentis, j'étais pas si mal que ça. Est-ce que c'est une donnée qui doit vraiment faire foi ? Pas forcément de mon point de vue, dans le sens où encore une fois c'est très individuel et très très en fonction de ton profil. Déjà, ce qui doit faire foi, c'est est-ce que tu passes la séance ou pas. Tu parlais d'une séance marathon. Si c'est une séance type marathon, il risque d'y avoir des bornes avec une certaine intensité. Donc voilà, si tu as du recul là-dessus, tu as un entraîneur qui est compétent pour te calibrer la séance, et ce qui compte, c'est de la passer au milieu d'une charge d'entraînement bien gérée. Encore une fois, pour moi, le plus important, c'est est-ce que cette séance était importante, oui ou non. Si c'est le cas, est-ce que tu l'as passé, oui ou non? Et si tu l'as passé, très bien. Mais ce qu'il faudra simplement se dire, c'est qu'évidemment, si elle a été dure, comment tu as récupéré l'intensité, évidemment, derrière, d'adapter l'entraînement, de faire des choses plus faciles. Peut-être que simplement, elle sera haute parce que tu n'es, par exemple, il y a plusieurs options. Ça pourrait être que tu n'es peut-être pas très économique et donc finalement, courir à ces vitesses-là te demande déjà de monter dans les tours. Mais qu'à l'inverse, peut-être que tu as une grosse résistance musculaire, une grosse résistance mentale,
que tu tolères bien justement les fameuses ions H+, et que tu peux peut-être aller un petit peu plus haut dans les seuils que tes collègues, et te servir un petit peu du lactate et pas que de l'aérobie. Et si je prends ces 3 exemples, sur marathon, ça reste, même si le facteur de perf le plus important, c'est l'économie sur marathon, si tu es résistant musculairement, résistant mentalement, et que tu peux un petit peu te servir d'une autre filière que de la filière aérobie en gérant bien tes ravitaux, etc., c'est peut-être des armes que tes collègues n'ont pas, et c'est des facteurs de perf importants sur marathon, puisque ce qui fera souvent que c'est compliqué en fin de marathon, c'est ta capacité à résister et à tenir, donc pas forcément un souci. Donc si on a d'autres qualités, c'est quelque chose qu'on peut compenser. Évidemment, pour un athlète de haut niveau, l'idée c'est d'être bon sur tous les curseurs. Mais voilà, tu le rappelles, l'important c'est d'avoir fini la séance, c'est d'avoir aussi bien encaissé cette séance, d'avoir bien récupéré derrière. Et finalement, la fréquence cardiaque n'est qu'une donnée. Si on a bien récupéré, si on a passé la séance, si la séance elle était dure mais ça va, et même si la fréquence cardiaque est un peu haute, il ne faut pas non plus s'inquiéter plus que ça. L'idée c'est qu'aussi au fur et à mesure que la saison va avancer, cette fréquence cardiaque baisse parce que l'entraînement doit aussi nous faire progresser, surtout chez un amateur. L'idée d'une préparation, si tout de suite dès qu'on faisait notre première séance on était pile dans les critères au cardio, l'entraînement ça sert aussi à ça, ça veut dire ça sert aussi à s'améliorer. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On parle aussi de plus en plus de fréquence cardiaque de réserve, on n'en parlait pas il y a encore, enfin c'est quelque chose qu'on entendait moins, maintenant c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une fréquence cardiaque de réserve et s'il faut la calculer? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que d'un point de vue, on va dire, scientifique, formation STAPS qu'on a tous plus ou moins fait en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui est vieux comme l'entraînement dans la course à pied, la natation, etc. Puisque la fréquence cardiaque de réserve, c'est ta FC max moins ta FC de repos. Et il y a quelques années, on n'avait pas beaucoup d'autres moyens de faire de la data, pas forcément trop de moyens de faire des tests en labo. Et donc, finalement, ça nous donne déjà une indication sur la marge qu'on a entre notre FC de repos et notre FC max. Et donc, on pouvait plus ou moins essayer d'interpréter par des pourcentages tes niveaux d'intensité. Mais moi, une fois que j'ai dit ça, je suis très gêné parce que moi qui ai fait beaucoup de tests, évidemment avec des moyens, notamment à l'INSEP ou dans d'autres structures professionnelles, comme tu l'as dit dans ta question d'avant, enfin dans ta réponse à ma réponse, c'est très individuel et encore une fois, je peux te sortir des exemples d'athlètes de haut niveau qui, parce qu'ils ont des seuils différents et des profils différents, auront des zones différentes et donc si tu leur donnes les mêmes séances, il y en a un qui va profiter de la séance et l'autre qui soit n'en profitera pas parce qu'elle sera trop facile, soit elle sera trop dure et il va exploser en vol sur la séance, sur une séance type. Et donc finalement, cette fréquence cardiaque de réserve, là où elle devient un petit peu potentiellement gênante, c'est que tu ne pourras pas interpréter un profil et un niveau d'une personne simplement avec des mesures non mesurables, si ce n'est, à la rigueur, là où moi je trouve que ça peut devenir intéressant, c'est que sur une prépa TFC Max, très logiquement, elle ne devrait pas changer. Elle va changer avec les années qui avancent, notamment en baissant une fois que tu es adulte. Mais sur une prépa, elle ne va pas changer. Et donc, si ta FC de repos, à l'inverse, baisse, très logiquement, ta FC de réserve va augmenter. Et donc, logiquement, tu as beaucoup plus de marge sur la gamme aérobie. À la rigueur, c'est pour moi la seule info intéressante qu'il peut y avoir. De mon point de vue, encore une fois, ces fameuses zones de travail, ces fameuses interprétations qu'on peut faire de l'FC doivent être très individuelles, soit en fonction de tests qu'on peut réaliser sur soi-même ou en labo. Et le meilleur test, tu le disais, c'est j'ai ma séance type, je vais voir comment je progresse. Je la fais par exemple 3 fois dans ma prépa et ça peut me donner des indications sur mon niveau de progression, sur est-ce que je vais dans le bon sens, est-ce que je dois travailler d'autres choses, etc. Par rapport à l'FC, d'autres mesures, d'autres ressentis que tu pourras faire. Une petite question qui est intéressante, on entend souvent parler de comment est-ce qu'on mesure sa fréquence cardiaque. Évidemment, aujourd'hui, on a tous des montres GPS, comme je la porte aujourd'hui, avec capteur de fréquence cardiaque au poignet. Il y a aussi les ceintures, tu vois, qu'on va mettre au niveau du torse. Toi, tu recommandes quoi à nos auditeurs ? Et sinon, à l'ancienne, moi j'avais un entraîneur, hop, à la fin de la séance, il nous faisait prendre nos pulses à la mano, et puis sur 1 minute, 30 secondes, et puis hop, on multipliait par 2 pour savoir. Toi, c'est quoi que tu nous recommandes ? Alors, la mano, évidemment que c'est pas si bête que ça, dans le sens où ton cardio ne mesure que simplement le nombre de battements cardiaques. Si ce n'est évidemment que si tu le mesures sur une période de récup, TFC ne fait que baisser, donc c'est un petit peu compliqué d'être sûr de ce que tu mesures. Mais tu vois, dans un sport comme la natation, sur lequel j'ai beaucoup évolué, ou dans le triathlon, des cardios vraiment utilisables et fiables sur des grosses séances, ça commence seulement à arriver. Donc beaucoup d'entraîneurs font encore ça à la main. Et
Encore une fois, si tu le fais toujours dans les mêmes conditions, tu mesures des choses qui sont comparables. Et ce que je viens de dire est déjà très important. À partir du moment où tu mesures de l'AFC et que tu veux prendre du recul, il faut la comparer à quelque chose qui est comparable. Est-ce que ça a été sur le même entraînement? Est-ce que tu as changé le dénivelé? Est-ce qu'il faisait chaud? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce que tu venais juste de finir ton repas, etc. Donc tu vois, déjà, il y a beaucoup de recul à prendre sur tout ça. Parce que l'AFC répondra différemment à tous ces facteurs. Ensuite, la question du cardio, montre ou ceinture. Écoute, tu m'aurais posé la question il y a 1 ou 2 ans, je t'aurais encore dit que, pas que c'était le diable, hein, mais que la mesure de FC au poignet, pas ultra fiable parce que, notamment lorsque tu mets des variations d'intensité, donc par exemple sur une séance de fractionné, d'intermittent, elle a du mal à suivre le mouvement et donc tu as du mal à prendre du recul sur la valeur des FC. Mais c'est de moins en moins vrai. En tout cas, c'est de plus en plus juste. Donc, plus ça va aller, plus les cardio par infrarouge au poignet seront fins et justes. Et de toute façon, dans une prépa marathon, j'ai envie de te dire que les principales mesures que tu feras sont sur des séances sans variation d'intensité ou avec en tout cas des efforts plutôt longs. Et donc, la mesure sera fiable. Donc, si tu veux ou si tu as un cardio par infrarouge au poignet, ça passe. Si tu veux être très fin et pouvoir prendre du recul sur toutes tes séances, ce qui existe depuis maintenant très longtemps, le cardio avec une ceinture, sera ce qu'il y a de plus juste. Et il n'y a pas une marque, je peux pas te dire que telle marque ne fonctionne pas. Maintenant, elle fonctionne très bien sur des ceintures. Et donc, ce sera très fiable. Bon, hyper intéressant. Si on veut synthétiser tout ce qu'on s'est dit par rapport au cardio, moi, ce que je retiens, tu vas me dire si ma synthèse est bonne, c'est que finalement, ça reste une donnée parmi les autres, une donnée certes importante, mais qui ne doit pas surpasser les autres. Comment est-ce que toi, tu synthétiserais tout ça? Ce que je ferais comme synthèse, c'est que finalement, je pense qu'il faut faire quelques choix dans ce que tu mesures. Ton kilométrage, ton volume, ta FC, quel marqueur subjectif tu prends, le ressenti de la séance, la fatigue au réveil, peut-être des douleurs musculaires, peut-être une quantité, une qualité de sommeil, peut-être... qu'est-ce que je voulais ajouter? Il m'en manquait une, mais c'est pas très grave. En tout cas, plein de facteurs peuvent être pris et ce sera à toi de faire des choix en fonction de où tu en es dans ton parcours de coureur. Qu'est-ce que tu es capable d'interpréter? Qu'est-ce qui n'est pas coûteux pour toi aussi? Parce qu'il y a des personnes, prendre une FC tous les jours, c'est coûteux pour eux. Alors, il va peut-être falloir prendre d'autres choses si au moins tu arrives à t'y investir. Par contre, là où je te suis complètement, c'est que ce sera une donnée qui viendra souvent en confirmer d'autres. Si tu as une FC qui est plus basse à l'effort sur ta séance type et que dans le même temps ton ressenti d'effort est plus facile, c'est juste le résultat du fait que tu t'entraînes bien et que tu progresses. Si dans le même temps tu as une FC qui a chuté d'un coup d'un jour à l'autre et que tu te sens très fatigué et que ton ressenti des séances est plus important, au moins ton ressenti vient confirmer ta FC et inversement. Alors que si tu ne mesures pas ce type de marqueur, c'est simplement une idée. Et tu sais comme moi que suivant ta journée, suivant où tu en es de ta prépa, suivant ce que tu as accepté ou non, peut-être que des fois tu vas te mentir à toi-même, alors que là, évidemment, tu as la réponse en face des yeux. Si tu arrives à l'interpréter, au moins tu sais que par exemple, si on prend l'exemple d'une trop grande fatigue, tu sais que là, il faut mettre le haut là, il faut peut-être réadapter un petit peu l'entraînement pour arriver en forme sur ton marathon. Ou à l'inverse, si tu vois que c'est une preuve de ta progression, on continue à y aller et on continue à progresser jusqu'au marathon. Merci beaucoup Anaël, et on se retrouve pour une prochaine session spéciale prépa marathon. À très vite. À très vite.